Bonjour à tous les abonnés d'Ovajab Media, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2017, nous sommes à 3 jours de l'ouverture officielle de la campagne du cacao. Et pour en parler, nous recevons deux représentants du monde agricole. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va commencer par la dame. Vous allez vous présenter à nos internautes. Je suis Michel Zeneb Ouattara, je suis productrice de café cacao et de vivrier également, avec d'autres projets d'agroécologie et de tourisme écologique. Donc j'étais enseignante de mathématiques pendant 32 ans en Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous Je présenter suis à... Christophe Auguste Touka. Je suis producteur de cacao à Divo Nord, Yaoukro. Je suis aussi président du syndicat national des producteurs individuels de café cacao en Côte d'Ivoire depuis 2005. Et je suis aussi expert cacao au Comité européen de normalisation, TC 415, dont le siège se trouve au Danemark et qui s'occupe essentiellement des normes sur le cacao. Ok. Alors nous vous recevons ce matin pour une déclaration. Voilà, vous avez la parole. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le lancement officiel de la campagne cacao. Nous savons que depuis 98-99, le Parlement de Côte d'Ivoire a voté la libéralisation des filières café et cacao. Dans un système libéralisé, il n'appartient pas à l'État de fixer des prix, encore moins de fixer le début d'une campagne. Nous sommes un système libéralisé qui avait été exigé par les institutions de Bretton Woods, dont la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, le constat est là et on nous fait attendre le 1er octobre pour nous permettre de vendre à un prix indicatif de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce que vous avez dit. En système libéralisé, il n'y a pas intervention de l'État. Sinon, alors, ce n'est pas libéralisé, c'est nationalisé. D'accord, donc vous êtes formel, hein? Le système en Côte d'Ivoire, il est nationalisé. Il est nationalisé. Ok, on va aller pour votre déclaration. Voilà, dans quel contexte faisons-nous cette déclaration? Ça déborde largement le cadre de la campagne, l'ouverture de la campagne cacao, puisque dans le même temps, aujourd'hui, s'ouvrent des journées de la valorisation de l'agriculture à Korogo, et nos camarades de Korogo vont aussi faire une déclaration relative à leurs problèmes, qu'ils ne sont pas producteurs de cacao. Donc ça concerne toutes les filières agricoles, les filières d'élevage, les filières de pêche et aussi les exploitants agricoles. Donc on y reviendra. Alors, pourquoi faisons-nous cette déclaration? Parce que nous sommes des citoyens, des producteurs, et que l'une des dernières assemblées de l'Union africaine a recommandé vraiment d'une manière insistante que les États africains mettent l'accent sur l'éducation de leur population pour les rendre autonomes et pour qu'elles puissent se prendre en charge pour résoudre leurs problèmes. Cette recommandation de l'Union africaine n'est pas tombée du ciel, en fait. Elle ne fait que rappeler des recommandations très fermes d'une assemblée qui a eu lieu à Arusha et qui a débouché sur la signature d'une charte de la participation populaire des populations africaines, qui a été signée par la Côte d'Ivoire en son temps, donc en février 1990. Alors, les paysans, le monde rural, c'est en effet le monde le plus important pour nos pays à dominante agricole. Et il faut les écouter, parce que sans les paysans, il n'y a pas de développement possible. Et si on ne les écoute pas, si on ne permet pas aux populations de se prendre en charge, de s'impliquer dans les projets, de participer activement, de donner leur avis, on ne pourra jamais se développer. D'ailleurs, tous les projets de développement, les ONG, les institutions, les bailleurs de fonds pourront vous le dire, la plus grande partie des projets échouent.
C'est-à-dire il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de suivi et on a dépensé beaucoup d'argent pour au final déboucher sur presque rien. Les paysans en Côte d'Ivoire sont particulièrement importants parce qu'ils apportent les richesses du pays. C'est grâce aux paysans et en particulier au cacao d'ailleurs que la Côte d'Ivoire peut vivre, peut se développer, que les Ivoiriens peuvent vivre ou survivre pour la plupart. Donc ils sont vraiment le moteur de l'économie et du développement en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en plus, ils nous apportent l'alimentation. Dans le monde entier, du reste, ce sont les petits paysans qui apportent 80% de l'alimentation aux populations, alors qu'ils n'utilisent que 12% des terres cultivables. Et ils ne polluent pas, parce qu'ils ont des techniques vraiment souvent traditionnelles, ils ne polluent pas, ils n'abîment pas. Tandis que les multinationales de l'agroalimentaire, dont on fait la publicité à grands frais, elles utilisent les 3/4 des terres arables, les meilleures, puisqu'elles ont les moyens de les payer, et elles ne produisent que moins de 20% de l'alimentation. Et quelle alimentation? Une alimentation industrielle bourrée de produits chimiques qui provoquent des maladies graves chez les hommes, chez les animaux, qui détruisent les sols, qui empoisonnent les rivières et les poissons qui s'y trouvent, bien sûr, qui polluent les plages. Les multinationales de l'agroalimentaire sont parmi les plus grands pollueurs de la planète. Donc d'ailleurs, toutes les grandes institutions de développement, dont Vétérinaires sans frontières, Éleveurs sans frontières, le plus grand syndicat mondial pour les paysans Via Campesina, recommande aujourd'hui d'ailleurs de donner la priorité à l'agriculture familiale et aux fermes intégrées, qui sont vraiment l'agriculture de l'avenir. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a eu une année dédiée à l'agriculture familiale, donc une année qui a été mise en place par l'ONU. Et malgré cela, on n'a pas vu grand-chose en Côte d'Ivoire. On n'a pas vraiment célébré l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. On n'a pratiquement rien organisé. Et c'est vraiment dommage parce que nous passons à côté de nos possibilités, de nos perspectives d'avenir. Et c'est important pour nos enfants. Alors, maintenant, pour que la planète soit respectée, que nous ayons une bonne santé, qu'il faut qu'on permette aux paysans de produire de manière rentable, bien sûr, mais traditionnelle, en respectant les sols, en n'utilisant pas de produits chimiques ou en tout cas le moins possible. Et pour cela, il faut d'abord les informer parce qu'ils ne sont pas informés des défis et des perspectives, ils ne sont pas informés des dégâts des produits chimiques et il faut les informer à cette agriculture de l'avenir. Et pour être informés et formés, ils ont besoin d'être encadrés. Mais pas encadrés par n'importe qui, parce que les paysans, ils s'expriment peut-être pas beaucoup, mais ils ne sont pas idiots et ils ne sont pas prêts à écouter n'importe qui. D'ailleurs, ils sont assez difficiles à convaincre. Donc, il faut absolument former d'abord les leaders du monde rural, pas des leaders qui sont choisis comme ça arbitrairement, mais des leaders qui sont vraiment écoutés par les paysans. À cet égard, la Banque mondiale a initié un projet dans le sud-ouest à Soubré, qui est le cœur du cacao aujourd'hui, pour former les leaders à la gestion des coopératives. C'est certainement une très bonne initiative qu'il faut saluer, il faut remercier la Banque mondiale, mais néanmoins, j'ai eu l'occasion de constater que ces leaders de coopératives ne sont pas vraiment représentatifs. Bien sûr, ils représentent une partie du monde rural, mais une très faible partie. Je pense que la Banque mondiale, avec les moyens dont elle dispose, pourrait faire l'effort d'identifier réellement le plus grand nombre possible de leaders du monde rural, au moins dans cette zone pilote, pour pouvoir les former. Et pas seulement les former à la gestion, ça c'est l'économie, mais aussi les former aux techniques, les informer de ce qui se passe dans le monde, les former aux techniques qui sont les techniques de l'agriculture du futur.
Et bien entendu, pour que tout ça soit coordonné au niveau national, que les planteurs soient en contact avec leurs homologues d'autres pays qui peuvent aussi leur apporter des aides ou des informations ou des formations, il faut que les organisations qui regroupent les gens, les producteurs du monde rural, soient prises en charge par les producteurs eux-mêmes et que ces organisations fonctionnent effectivement et restent en contact avec le monde rural. À cet effet, je passe la parole à mon camarade qui pourra en parler mieux que moi. Merci Michel. S'agissant des organisations professionnelles agricoles, elles sont nombreuses, mais leur action doit être coordonnée et ne pas être éparpillée comme nous le voyons. Et à ce titre, il y a une seule institution qui peut jouer ce rôle, c'est la Chambre d'agriculture. C'est une chambre consulaire qui est représentative de tout le monde agricole, la production végétale, la production animale, la foresterie, les exploitants forestiers, les producteurs forestiers, mais aussi les pêcheurs continentaux et les pêcheurs maritimes sur les mers. Nous sommes un pays côtier et nous avons besoin aussi de mettre de l'ordre dans la pêche parce que nous voyons qu'aujourd'hui nous avons des problèmes avec la production de poissons qui ne fait que s'amenuiser et faire en sorte que les prix ne sont pas du tout accessibles pour les Ivoiriens. Alors, là-bas, au sein de la Chambre, le monde agricole dialogue, le monde agricole s'informe, le monde agricole échange ses expériences et c'est une institution qui a fait ses preuves jusqu'à ce que on puisse être, depuis plus de 16 ans, ne pas avoir d'élection en son sein et être géré depuis tout ce temps-là par un comité dit de restructuration et de gestion qui engrange des centaines de millions tous les ans sans faire les élections. Donc, nous demandons pour que cette chambre d'agriculture puisse jouer son rôle efficacement et de promotion du monde rural, il est indispensable qu'elle soit animée, dirigée, contrôlée par des producteurs élus de manière démocratique, sans exclusive ou par des élections ouvertes à tous. Mais avec un listing bien élaboré par des producteurs, suivi par les producteurs, parce qu'ils se connaissent entre eux. On coutume de dire qu'on se connaît tous dans le village, et quand on parle de producteurs, c'est les villages, c'est au niveau du monde rural et des villageois. Alors, au niveau de cette chambre d'agriculture, elle sera évidemment à l'écoute du marché international sur toutes les productions, pas seulement le café cacao, l'EVA, le palmier à huile, l'anacarde, l'ananas, la banane et j'en passe. Donc, il faut absolument que cette chambre d'agriculture puisse être mise en place de manière diligente. Nous demandons alors aux autorités de diffuser le plus largement possible par tous les moyens et dans la plus grande transparence toutes les informations relatives aux élections de la Chambre d'agriculture. Nous demandons que les points focaux désignés dans toutes les régions par décret présidentiel, ce que nous ne comprenons pas, mais enfin, se mettent sincèrement à l'écoute des producteurs sans exclusive afin d'actualiser ensemble les listes électorales de la Chambre qui datent de 1993 et ayant servi à l'époque à l'élection de M. le Président Senghor Maniga. Ce travail minutieux et essentiel pour la transparence des scrutins doit être accompli avec la collaboration de tous et sans délai. Les porte-parole des producteurs que nous sommes, Madame Ouattara et moi-même, et nos mandants dans toutes les régions, nous tenons à disposition des comités régionaux pour collaborer à la préparation de ces élections et pour accompagner toutes les démarches jusqu'à la prise de fonction effective des représentants qui seront élus, autant pour faciliter la tâche des comités et des autorités responsables de ces élections, que pour nous assurer que toutes les procédures auront été respectées dans la transparence. Nous saisissons par ailleurs l'occasion de ces journées
nationale de valorisation du cacao et demain, les journées du café et du cacao et du chocolat, pour exprimer publiquement aux autorités, à nos concitoyens et aux entreprises commerciales concernées notre volonté, notre détermination à obtenir un prix raisonnable pour nos productions, toutes les productions agricoles. En attendant que nos organisations nous permettent d'obtenir une juste rémunération pour notre travail. Ainsi, pour le cacao, le produit phare de la Côte d'Ivoire, nous déplorons que ce produit vital, pour nous et pour la Côte d'Ivoire, soit trop souvent sujet aux spéculations boursières qui enrichissent les spéculateurs et qui nous ruinent. Nous déclarons que pour la présente campagne 2017-2018, je répète, la campagne 2017-2018, nous ne pouvons accepter un prix d'achat Bourchamp inférieur à 1000 francs le kilo de cacao goutte fermentée. Un prix qui couvre à peine nos charges et nous maintient dans une pauvreté relative. Nous entendons bien que ce prix ne pourra connaître désormais que des hausses proportionnelles à la hausse continue des prix des produits de première nécessité, à la hausse incessante des prix de la main-d'œuvre et des intrants agricoles, à la hausse considérable des frais indispensables auxquels nous devons faire face pour nous soigner et instruire nos enfants. La Côte d'Ivoire ne fut prospère que grâce à la politique de dialogue et d'ouverture initiée par notre père fondateur, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, à l'écoute de son peuple et soucieux de son bien-être. C'était le plus important d'entre nous qui nous a quittés. C'est une icône de l'agriculture mondiale. Nous demandons instamment alors aux autorités de ce pays, de notre pays, de méditer sur nos succès passés et sur la politique de dialogue qui a fait de la paix notre religion et notre comportement quotidien. Que l'entente et la paix règnent sur la Côte d'Ivoire pour le bien-être et le bonheur de tous ses fils et filles dans la solidarité et surtout le travail. Ceci est la déclaration lue aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2017, par le comité ad hoc pour la restructuration des filières agricoles, pastorales, halieutiques et forestières en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok, merci, monsieur. Avant de continuer, moi, j'ai une préoccupation. Tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez que le prix Bourchamp du prix des cacao soit de 1000 francs. Je veux savoir de quels moyens disposez-vous pour amener l'État à vous, effectivement, vous payer votre cacao à 1000 francs. Tout en sachant que l'année passée, le prix était de 1100 francs et pendant la campagne, il a chuté de 40%. Vous n'avez pas, c'est pas, vous avez peut-être fait des conférences, des déclarations, mais l'État est resté sur ce prix. Aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous pour amener l'État à vous effectivement acheter le cacao à 1000 francs? Je voudrais rectifier déjà une chose, c'est que ce n'est pas l'État qui nous achète le cacao. Ce sont des compagnies, des multinationales qui sont venues de l'autre côté de l'Atlantique et qui viennent s'installer ici, ce qu'on appelle le marché pertinent en Côte d'Ivoire, pour acheter le cacao auprès des producteurs, via des coopératives. Bon. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas l'État. Alors, celui qui ne vous achète pas fixe un prix. C'est incompréhensible. C'est nous qui devons fixer. C'est nous qui savons quelle est la sueur que nous mettons dans ces productions de cacao. Qu'est-ce que nous avons comme moyen? Mais écoutez, est-ce que c'est l'État qui fixe les prix à Sococé, pour ne pas les citer, ou bien au niveau du groupe Prosuma? Ce n'est pas l'État. Ils font leurs calculs en fonction des taxes que l'État leur impose, ils fixent un prix. Je n'ai jamais vu que l'État de Côte d'Ivoire liste tout ce qui est vendu à Sococé ou dans le groupe Prosuma ou un autre groupe commercial et leur dit de vendre le riz en sachet ou le sucre ou le lait ou qui font venir de l'extérieur à un certain prix. Ils calculent ça en fonction de la TVA et des taxes qui leur sont imposées par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, nous disons, nous allons négocier avec l'État. On sait que l'État nous prend 22%. L'État nous prend 22% sur le prix CAF. Ce sont ces prix qui sont fixés au niveau de la bourse de New York et de Londres. Nous disons à l'État,
on s'assoit, on discute. Vous baissez de 22% à 10% à 8%. Il n'est pas question que nous soyons, nous, producteurs de cacao, seuls à faire des sacrifices, alors que l'État a un train de vie trop élevé. Nous le disons aujourd'hui. On nous a poussé à bout. Il faut qu'on dise la vérité à l'État. Le train de vie est trop élevé. Certains ministres l'avaient dit à l'époque et se sont tus par la suite. Il faut baisser de 22% à 10 à 8%. Maintenant, la différence doit nous être rétribuée pour l'ajouter au prix qui serait calculé par rapport au prix CAF pour que nous puissions, pourquoi pas même dépasser les 1000 francs. On pourrait les dépasser. C'est justement là ma préoccupation. Quels moyens justement avez-vous pour amener l'État à baisser ce pourcentage de 22%? Mais si l'État continue à vouloir s'imposer à nous en faisant ce prix, nous ne vendrons pas le cacao, nous allons passer le mot d'ordre. Aucun cacao ne sortira de nos plantations. C'est clair. Nous sommes propriétaires de la... Quand on parle de pays producteurs, mais quel pays producteur? Il n'y a pas de pays producteurs. Parce que ce ne sont pas les pays qui produisent. C'est un non-sens. Pays producteurs, ce n'est pas des plantations d'État. Vous allez au Cameroun, au Nigeria, partout, il n'y a pas de plantation d'État. C'est nous. Donc, d'abord, cette appellation de pays producteurs doit être bannie. Ça, on nous l'a imposé de l'extérieur. Aujourd'hui, on parle de producteurs de cacao. C'est tout. C'est dans un système libéralisé. L'État n'a qu'à prendre ses taxes. On va discuter avec eux. Si les taxes sont trop fortes, ben écoutez, ça va répercuter sur ceux qui viennent nous acheter le cacao. Si nous mettons les taxes, que nous, on calcule, on vend 2000. Bon, on verra. Okay. Nous allons revenir à votre déclaration. Tout à l'heure, vous avez demandé une élection au niveau de la Chambre d'agriculture. Je voulais savoir pourquoi. Vas-y, réponds et puis je vais. Mais parce que, comme on l'a dit, c'est c'est une institution consulaire, donc c'est une institution, et c'est la seule institution en Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans d'autres pays aussi, y compris les pays occidentaux, qui peut regrouper tous les producteurs agricoles, les éleveurs, les pêcheurs et également les exploitants forestiers, puisque les exploitants forestiers utilisent les mêmes terres que les agriculteurs et les éleveurs. C'est au sein de cette institution qu'on peut, comme il l'a dit, s'informer, échanger, négocier avec l'État, négocier avec l'extérieur. Donc il est important que cette chambre soit d'abord représentative réellement du monde des producteurs et fonctionne correctement. Or, ça fait, comme il l'a dit, ça fait 16 ans que cette chambre fonctionne avec un comité provisoire. Il n'y a pas eu d'élection. Et on a mis bien sûr des comités ad hoc, des points focaux dans les régions, mais dans le silence, parce que la plupart des producteurs ne sont même pas informés, ne connaissent pas ces points focaux. Et donc il faudrait qu'on s'y mette, mais que ça soit fait dans la clarté, dans la transparence, et que l'ensemble des producteurs soient informés et impliqués. Ceux qui ne veulent pas voter, c'est leur droit, mais qu'au moins ils soient informés qu'ils peuvent le faire, et qu'ils soient informés de quelle manière ils peuvent le faire et qu'ils soient inscrits sur des listes. Donc il y a des listes qui existent, qui datent de 1993, qui doivent être toilettées, actualisées, bien entendu. La Banque mondiale a les moyens de le faire, puisqu'elle veut financer les élections de la Chambre d'agriculture selon ce que nous avons appris. Elle a les moyens de mettre en place une vraie liste électorale. Et ça ne peut qu'aider l'État également, puisque, comme il l'a dit, les organisations des producteurs sont très nombreuses. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui sont des fausses organisations qui n'existent que sur le papier. Donc, si on prend la peine de refaire des listes électorales correctes pour les élections de la Chambre d'agriculture, l'État aussi aura de la clarté au niveau des productions agricoles, ce qui n'est pas négligeable. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons rien inventé en Côte d'Ivoire. Cette chambre d'agriculture, à l'époque, était chambre d'agriculture et d'industrie. Et le dernier président non ivoirien, c'était M. Declercq, jusqu'en 1966. À partir de 1966, on a vu arriver M. Oka Amani, paix son âme, M. Oka Nyangouin plutôt,
qui a été le patron d'une société qui s'appelait ADK. Et jusqu'à ce que le président Houphouët se rende compte qu'il n'y avait pas eu d'élection depuis 1966 et en 1990 a demandé justement à son premier ministre, M. Alassane Ouattara, de dissoudre cette assemblée générale de la Chambre de commerce datant de 1966 et de nommer un comité de restructuration et de gestion de la Chambre d'agriculture dont j'ai fait partie avec M. Ané Kablan-Norbert et M. Balo Souleymane. Nous avons organisé les élections qui ont abouti à l'élection de M. Senghor Maniga avec une liste électorale qui avait été montée en accord avec les sous-préfets des différentes régions de production végétale, animale, halieutique, enfin bref. Et donc, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. À l'époque, il y avait la Kestab et la Chambre d'agriculture. Donc, la Kestab n'a jamais été gênée par la Chambre d'agriculture. Au contraire, lorsque elle avait des dérapailles, c'est la Chambre d'agriculture qui se réunissait pour dire attention, vous dérapez. Et le président Houphouët faisait tout de suite un rattrapage par rapport à la Kestab. Pourquoi nous revenons à la Chambre d'agriculture? Il faut des élections. Parce que nous nous rendons compte que ça va dans tous les sens. On crée des autorités de régulation, on crée des conseils, mais tout ça, c'est dans une cacophonie qui n'arrange pas le monde agricole, le grand monde agricole. Donc c'est pour ça que nous voulons aller à ces élections de la Chambre d'agriculture pour que, une bonne fois pour toutes, le monde agricole puisse se reprendre et puis que nous puissions valoriser effectivement l'agriculture en Côte d'Ivoire. Quand je dis l'agriculture, c'est avec un grand A. Il y a l'élevage. Si aujourd'hui les journées de validation se tiennent à Kourogo, c'est parce que l'élevage fait partie intégrante du monde agricole, autant la pêche que les foresteries. Parce que la foresterie, si vous détruisez les forêts, comme ça a été le cas dans le Mont Péco, puisqu'il ne faut pas le citer, nous avons un dérèglement climatique qui joue contre le cacao. Il faut savoir que le cacao se déplace en fonction du niveau du climat. Il est parti de l'est vers l'ouest pour suivre la ligne de pluviométrie. Et la ligne de pluviométrie aussi se trouve dans la zone de Méagui et de Soubré. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est Méagui qui est la capitale ivoirienne du cacao. Voilà. Et il y a des problèmes aussi à Méadji parce que nous avons tenu un séminaire à Soubré avec le ministère du Plan, organisé par le ministère du Plan, avec beaucoup d'experts. C'était pour l'aménagement du territoire. Mais naturellement, la forêt, l'environnement et le cacao ont pris une grande importance. Et nous avons appris ce que nous savions, nous constations déjà au quotidien, par des experts, dont le professeur Kwame, qui est un expert, il est venu nous alerter et nous dire attention, on a détruit la forêt, donc la pluviométrie baisse. Le cacao ne pourra pas continuer à être produit si la pluviométrie continue à baisser. Ça, c'est déjà un élément. Quand les eaux et forêts nous ont montré la carte des forêts de Côte d'Ivoire, on a pleuré. Parce qu'il ne reste pratiquement plus rien de nos forêts, à peine la réserve de Taï qui est conservée contre vent et marée par l'OIPR, qui fait des sacrifices. Il y a des morts parmi les gens qui gardent les conservateurs, les eaux et forêts et l'OIPR contre les braconniers. Et nous avons aussi appris que le taux d'acidité des sols, de tous les sols du sud-ouest, a atteint 14%. Donc pour les experts, c'est vraiment très grave parce que le cacao ne pourra pas continuer à supporter ce taux d'acidité dans nos sols. Sans compter que le cacao est vieux, que déjà il a atteint l'âge critique et que rien n'est fait depuis de nombreuses années pour aider les planteurs à régénérer leur cacao, ce qui est possible et ce n'est pas très compliqué, mais encore faudrait-il qu'il soit encadré, informés et vraiment qu'on leur montre comment on fait, qu'on leur donne des conseils au lieu de balancer des produits chimiques. Aujourd'hui, c'est vraiment la plaie. D'abord,
Ça, c'est un autre problème parce qu'on pourrait écrire des livres. Hein. On n'a pas de main-d'œuvre. C'est vraiment catastrophique. Et pas seulement pour le cacao. On travaille aussi sur Bouna, c'est la même chose. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Alors qu'on cherche désespérément à créer des emplois pour la jeunesse, nos jeunes sont dans les villes complètement désœuvrés, encombrés les salons de leurs parents. C'est ça. Alors qu'en Brousse, on n'a pas de main-d'œuvre. Et on en manque cruellement. Il y a beaucoup de travail. On peut occuper toute la jeunesse de Côte d'Ivoire dans les plantations. Encore faudrait-il les intéresser justement en valorisant l'agriculture, en leur apportant peut-être un minimum de mécanisation, comme les faucheuses, là, ça les valorise. Pour eux, c'est un peu mieux que d'attraper une machette, par exemple. Mais il faudrait aussi les initier. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire. Et en tout cas, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Nous risquons de perdre nos revenus si nous n'y prenons pas garde. J'oubliais, concernant le prix, vous dites comment on va faire. Mais écoutez, le système de stabilisation est un système de reversement et de soutien, avec une réserve de prudence. Or, l'année dernière, on a assisté à une chute des prix sur les bourses, mais il n'y a pas eu de soutien. De telle sorte que les exportateurs ont refusé d'acheter. C'est ce qu'on appelle le refusal to deal, qui est combattu et même puni au niveau international, au niveau du commerce international. Mais ils avaient raison. Où est passée la réserve de prudence? La réserve de prudence est là, justement, pour que, quand il y a une chute des coûts, elle soutient ses prix par rapport aux exportateurs qui réalisent des contrats, mais qui ne sont pas réalisés ces contrats avec un gap qui les tue, qui les met en faillite. Ce n'est pas ça. Donc, voilà le problème aussi. Au niveau de la Côte d'Ivoire avait un système bien ficelé. On a détruit ce système pour des raisons politiques. Il faut le dire. Le système était bien huilé. On a dit que la caisse stable était une caisse noire. Non. Elle a fait le développement de tout ce pays. J'appelle les Ivoiriens et les non-Ivoiriens à acheter le livre de M. Atsé Prosper, qui est un sachant, qui était, je crois, directeur qu'on appelle, des ressources humaines à la Caisse stable. Il a écrit sur tout ce que la Caisse stable a réalisé comme financement ici, avec l'argent du café cacao. Après, ça a été étendu au tabac et à d'autres, au coton et tout ça. Donc, ça veut dire que cette caisse a joué un rôle important. Mais il faut que cet argent aille au développement. Or, on ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit pas des routes, on ne voit pas des hôpitaux, on ne voit pas nos écoles et tout. Mais attends, on a besoin, nous aussi, de vivre comme les autres Ivoiriens. Moi, j'aimerais poser la question à tous les fonctionnaires qui nous écoutent. L'année dernière, on nous a baissé le prix du cacao à la campagne dernière de 40%. 40%. Moi, je demande aux fonctionnaires, je les regarde dans les yeux, accepteriez-vous qu'on baisse votre salaire de 40%? Si oui, faites une réunion syndicale et dites au gouvernement de baisser pour que la Côte d'Ivoire fasse des économies sur vos salaires. Je ne pense pas que vous l'accepteriez. Alors pourquoi vous voulez que nous, vos parents, qui sont au village, nous puissions accepter cela? Nous ne l'accepterons pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Voilà. Ok. Nous allons toujours continuer sur le prix. Tout à l'heure, dans votre déclaration, vous avez exigé que le prix Boschan soit de 1000 francs. Minimum. Minimum, soit de 1000 francs. Est-ce que ce n'est pas une solution quand l'État propose un stock régulateur avec le Ghana pour justement agir sur le prix CAF? Est-ce que cette décision de l'État ne peut pas vous amener à atteindre le prix 1000 francs? Oui, ça me fait rire. L'État de Côte d'Ivoire doit faire des sacrifices. Pourquoi il ne nous propose pas de baisser de 22% à 10 ou 8% et de nous reverser le reste? Puisque ce n'est pas en faisant des stocks qui vont agir sur le prix CAF. Est-ce que vous savez qu'au niveau international, ils ont des stocks pour 2 ans? Ça veut dire pendant 2 ans, ils peuvent tenir à nous aplatir comme ça. Ils racontent des histoires à qui? Les stocks qu'il y a à l'extérieur peuvent tenir 2 ans avant que ces gens-là acceptent de négocier avec nous. Donc, soyons sérieux.
qu'ils fassent les stocks régulateurs. Mais les stocks régulateurs agissent sur les prix. Mais ici, là, entre nous, ce n'est pas les bourses de New York et Londres qui fixent les prix aux producteurs. Je suis persuadé que si c'est eux qui fixaient les prix aux producteurs, ils seraient plus sérieux. Et puis, depuis 2015, ils se sont réunis en Suisse. J'ai le document, je peux l'envoyer à qui veut. Ils ont dit là-bas, en Suisse, les industriels, que la Côte d'Ivoire, le producteur ivoirien, devrait gagner 5 fois le prix actuel du cacao pour atteindre le seuil de pauvreté fixé par l'ONU. Ça veut dire quoi ça? Je l'ai crié sur tous les toits. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas réagi à cela. Pourquoi? Nous sommes tous des citoyens. Il n'y a pas de plus grands citoyens que les citoyens de cacao. Parce que depuis longtemps, nous faisons des sacrifices. Écoutez, depuis 1960 jusqu'en 1993, lorsque le président Oufou est parti, c'est la caisse stable, avec l'argent du cacao, qui faisait le développement ici. Ça, je ne l'apprends pas, je ne l'invente pas. Non, à partir de ce moment, je peux dire que nous, là, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on ait pitié aussi de nous. Qu'on nous garde notre dignité. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui ont des villages, ceux qui disent qu'ils ont des villages, qui vont au village, ils n'ont qu'à aller au village, interroger leurs parents. Ils vont écouter ce que leurs parents vont leur dire. Ils n'ont qu'à aller au village. Au village, on va vous dire, mais vous, voici mon ordonnance. Je ne peux pas la payer. Avant du temps d'Oufoué, c'est le producteur de cacao qui envoyait l'argent à ses enfants pour les soutenir. En ville, oui. En ville. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Pourquoi? Parce que tous les produits de première nécessité ont grimpé. Ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils vivent aussi. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des citoyens ivoiriens. Voilà ce que je puis dire. Et c'est ce qui nous révolte. Laissez-nous vivre de notre production et bien vivre. C'est tout. Parce que comme il le dit avant, ce n'est pas seulement de l'argent que les planteurs envoyaient à leurs parents en ville, mais de la nourriture. Vous voyez, les planteurs, ils avaient toujours des poulets, de l'igname, plein de bananes. Aujourd'hui, ce sont les citadins qui vont en visite au village et qui font des sacrifices pour apporter des sacs de riz aux villageois. Ça veut dire c'est significatif. Du poisson congelé, tout ça. C'est pas possible. Okay. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Bien, Michel. Oui, que l'appel, c'est contenu dans tout ce qu'on a dit. Un appel, c'est qu'il est temps que l'État non seulement écoute les paysans, mais les accompagne pour qu'ils se prennent réellement en charge. Les paysans, même illettrés, ne sont pas idiots. Ils savent gérer leurs affaires. D'ailleurs, ils le prouvent puisqu'ils nous apportent la plus grande partie de nos revenus. Mais il faut seulement un peu les accompagner et surtout les laisser libres de choisir leurs leaders et ceux qui doivent les aider dans leurs activités, dans la promotion de leurs activités. Et ce n'est pas seulement les agriculteurs, les éleveurs. Aujourd'hui, il y aura une déclaration à Korogo aussi. Les éleveurs sont bloqués. Les éleveurs du Nord sont aujourd'hui bloqués face à une épidémie porcine qui décime les élevages depuis mars-avril. Et les autorités ont été largement informées. Et jusqu'ici, il n'y a pas de réaction. Or, c'est une épidémie qui peut toucher la population. C'est donc un problème de santé publique. En fait, entre autres, il y a beaucoup de problèmes que les producteurs sont à même de gérer eux-mêmes, à condition que l'État ne mette pas son nez dans tout et n'impose pas des règles contraignantes. Voilà. Alors, je voudrais m'adresser aux autorités de notre pays. Nous sommes partenaires, nous ne sommes pas adversaires. Oui, tout à fait. Il faut que vous puissiez comprendre, nous sommes partenaires. Et quand on a des partenaires, on s'assoit et on discute. Mais on n'essaie pas de trouver des moyens qui sont détournés
pour prendre des bénis oui pour aller dire oui, on vous soutient, on soutient le gouvernement, on est d'accord pour ça, alors que ces gens-là ne vivent même pas des productions animales, végétales, halieutiques et forestières. C'est des gens qu'on a pris comme ça dans les villages et qu'on a amenés. Il faut qu'on arrête cela avant qu'il ne soit trop tard. Notre pays est un pays qui vit essentiellement de l'agriculture. Je crois que la RTI, à son temps, n'a pas arrêté d'utiliser ce slogan. Ce pays vit essentiellement de l'agriculture. Mais on a oublié de dire « et des agriculteurs ». Il faut qu'on pense aux agriculteurs. Parmi vous qui dirigez aujourd'hui ce pays-là, il y a des petits frères. Des frères, ils sont au même niveau que moi. On se connaît tous dans le village. Mais asseyons-nous, discutons, trouvons comment on peut avoir des solutions. Il y a plus d'intelligence dans plusieurs cerveaux que dans un seul cerveau. Et vous le savez. C'est cet appel que je voudrais lancer aux autorités de mon pays. Je suis prêt à même dire qu'on vous demande pardon. Pardon. Ne gâchez pas la Côte d'Ivoire assise sur un socle du monde agricole. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant. C'est l'agriculture qui continuera de sauver ce pays et de tenir ce pays. Je vous remercie. Puis, si je puis me permettre, quand même en conclusion, de revenir sur ce que nous avions dit au début, c'est que tout de même, la Côte d'Ivoire a signé les accords d'Arusha qui recommandent plus, c'est plus qu'une recommandation, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible. C'est une charte. C'est une charte de la participation populaire qui indique clairement par rapport aux expériences qui ont été menées ici et ailleurs dans d'autres pays, que sans la participation populaire, il n'y a pas de développement possible. Sans l'implication des populations, on n'aura jamais d'émergence. Il ne faut pas se leurrer. Okay. Amis internautes, c'est ici que s'arrête notre entretien. Je rappelle que nous recevions le comité ad hoc pour la restructuration des filières agricoles, pastorales, halieutiques et forestières en Côte d'Ivoire. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre site internet www.ovajab.com et sur notre page Facebook. Merci de nous rester fidèles.